Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport. Vous connaissez désormais le programme et je le rappelle pour les nouveaux téléspectateurs, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels et tout cela sur l'actualité sportive du département. Présentation de nos super chroniqueurs en musique. On commence à droite avec notre spécialiste rugby. Il entraîne les Bélasquins, les moins de 21 ans du rugby club de Versailles. C'est un mordu du ballon ovale et des joues du département. Je veux bien sûr parler de Guillaume Néreneuf. Vous allez bien Guillaume ? Très bien Miguel, merci. Très bien. Vous montez en puissance au fur et à mesure des émissions ? Oui, tout à fait, on va commencer voir ça tout à l'heure. En forme. On passe à gauche, musique. Yann Dujarrier, vice-champion du monde de cyclisme sur piste Masters, champion d'Europe en 2013. Il ne compte plus les trophées dans sa chambre. Vous allez bien Yann ? Très très bien. Alors vous n'étiez pas là à la dernière émission. J'espère que vous avez une excuse. Je ne peux pas toujours me libérer. D'accord. Tout simplement. Vous travaillez ? Un petit peu. Travailler est plus important que le sport ? Plus important que Téléfilm. D'accord. Attention Yann, vous allez plus être invité à force. On repasse à droite, musique. Son surnom, l'encyclopédie, car il connaît tout sur tous les sports. Je dois me méfier car il pourrait me piquer ma place. Basile Régolite avec nous aujourd'hui. Donc Basile, si Guillaume a besoin de vous, vous l'aidez. Ouais, il est à côté de vous, il compte sur vous, il n'a rien préparé, je pense, pour cette émission. Il a voulu que je me mette à côté de lui, il m'a demandé avant l'émission. Non. Enfin, on termine à gauche, il est dans le rugby depuis une vingtaine d'années, il a ce sport dans le sang, il est l'entraîneur de l'équipe senior de plaisir depuis septembre dernier. Il nous fait l'honneur de revenir une deuxième fois sur ce plateau, je veux bien sûr parler de Jean Miss. Bonjour Miguel. Deuxième Bonjour expérience sur ce plateau. Bonjour. Pareil, vous montez en puissance comme Guillaume ? Ouais, on va bien voir. C'est dommage que Moustapha soit pas là. Il reviendra dans une prochaine émission. J'espère bien. Il va pas nous manquer. Un petit bonjour en tout cas. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du pistard de l'équipe de France, François Pervis du Dakar 2016. Mais tout de suite, nous allons parler de la qualification de Nantes aux dépens de Mantes en 16e de finale de la Coupe de France. On commence donc cette rubrique résultats par du football. Le club de Mantes, dernière équipe éliminoise encore en course en Coupe de France, recevait Nantes, une équipe de Ligue 1 en 16e de finale de la Coupe de France. Donc, les Mantais se sont inclinés sur le fil en encaissant un but en prolongation par un but signé Alejandro Bedoya. Le score est donc de 1-0 pour les Nantais. On écoute la réaction du FC Mantois 78. Un petit peu déçu, on espérait avoir un peu plus, espérer les emmener jusqu'au penalty, ça n'a pas été le cas, une erreur d'inattention, puis ça paye cash. Ce soir on a été plutôt pas mal défensivement, après comme je disais, je regrette qu'il ait manqué un peu de folie, on n'a pas de regret à avoir. Je leur avais demandé de tout donner, je pense qu'ils l'ont fait, mais voilà, on a perdu, on va pas être heureux, on a perdu, mais voilà, il faut relativiser aussi. Les amis, peut-on dire que le contrat est rempli avec une défaite en prolongation contre une Ligue 1 ? Vous votez ? Vous votez ? Oui ? Non ? Bon, un petit duel, Basile, oui. Ah, deux, d'accord, ok. Partagez Guillaume, pourquoi vous êtes partagé ? Juste avant de donner un duel. Partagé parce qu'on en veut toujours plus, quoi. Enfin, je trouve que le contrat, certes, peut être rempli, mais quand on perd en prolongation, je pense qu'on peut avoir des regrets. Et je trouve que voilà, c'est dommage, quoi. Enfin, donc c'est pas vrai. Enfin, la question, oui, c'est un contrat rempli, mais partagé dans le sentiment de se dire que c'est rageant, quoi. Donc vous avez donné des idées peut-être pour le duel. On va faire un petit duel entre Yann et entre Basile. Yann, vous commencez ? Pour moi, oui, à partir du moment où on défait contre une équipe qui a plusieurs divisions au-dessus, en effet, le contrat est rempli. C'est vrai que l'effet de les avoir emmenés quand même jusqu'en prolongation, en plus j'ai entendu dire qu'il y avait eu un but qui leur avait été refusé, un but dans les dernières minutes, voilà, ils auraient pu justement aller chercher les pénaltys et avoir le même succès que l'équipe qui a sorti Lille hier après-midi. Trélissac. Voilà, Trélissac. Donc dommage, mais voilà, moi je pense qu'ils ont fait le job, ils ont réussi à faire parler d'eux. Et maintenant, à eux de reproduire et de se servir de ces belles émotions en championnat pour aller chercher peut-être de beaux résultats et finir une belle saison, parce que là, ils ont eu quand même de belles expériences. On passe à Basile. Vas-y, qu'est-ce que vous répondez à Yann ? Moi je pense que ça a beau être des joueurs amateurs, ça reste des compétiteurs. Quand on joue à cette compétition et surtout un match de foot, c'est pour le gagner. Ils s'en sont donné les moyens. Maintenant, je pense pas que le contrat est vraiment rempli. Quand on passe aussi près de pareils exploits, ça peut que laisser des regrets sur ce match, peut-être sur la gestion des émotions, du stress de l'adversaire. Donc moi je dirais que le contrat il est pas totalement rempli quand on est compétiteur, tant qu'on n'a pas gagné
ce match. Donc on va vous demander à vous, Jean-Miss, de trancher. Qui gagne le duel entre Yann et Basile? Pour moi, est-ce que déjà, Mantes, le fait. Moi, je pensais déjà leur contrat était déjà rempli puisqu'ils étaient déjà parvenus à une 16e de finale. C'est historique pour le club. Voilà. C'est la première fois depuis la création du club en 1994. C'est ce qu'on avait dit. Donc pour moi, le contrat était rempli dans la mesure où déjà pour la première fois de l'histoire du club, ils accédaient au 16e de finale. Pour moi, le contrat était rempli. Après, on le sait, on ne va pas revenir sur le débat. C'est la magie ou le fait du sport, du football, c'est que l'écart peut favoriser et surtout, apparemment, l'état du terrain. Parce que on en reparlera un petit peu après. Les joueurs de professionnels de Ligue 1, ça sont pleins, et pas que sur ce match. Lorient, je crois aussi, j'ai lu. Ouais, c'est souvent une excuse qui se cherche aussi. Ouais, c'est un petit peu d'excuse. Ouais, c'est un petit peu d'excuse. Mais pour moi, pour en revenir quand même à la question, pour moi, leur contrat était rempli. C'est vrai qu'il y aurait certainement des regrets sportivement d'être passé si près de l'exploit. Mais après, c'est déjà très très bien pour une équipe comme ça d'arriver à ce niveau-là. Le contrat, il est rempli sur le parcours en Coupe de France et sur le fait qu'ils soient allés jusqu'en 16e de finale et qu'ils aient fait parler d'eux. Ça, c'est clair. Maintenant, sur ce match, je pense qu'ils ont joué cette rencontre, ils l'ont préparé pour la gagner. Oui, mais un contrat, c'est un contrat sur la saison, quand on parle de contrat. C'est pas un contrat sur un match. Mais je pense que quand ils sont inscrits sur la Coupe de France, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas l'objectif d'aller jusqu'en 16e de finale. Donc, objectivement, le contrat est réussi. Moi, je pense que le contrat pour le club est rempli, en effet, pour le club, la présidence, etc. Maintenant, pour les joueurs, je pense, les joueurs eux-mêmes, ils s'étaient dit, maintenant qu'on est là, on va le plus loin possible. Quoi. Et puis, croquer un gros comme ça doit être un sacré plaisir quand on l'a fait. Voilà. Bien sûr. Et bon, ils ont déjà pas l'expérience et ils ne pourront pas s'en acquérir régulièrement. Je pense qu'il y a ça qui joue dans la balance sur les... Parce que 105 minutes avant de prendre un but, c'est quand même relativement long. Donc ça veut dire qu'ils ont tenu le plus longtemps possible. Mais il y a un moment où l'écart de niveau, il prend le dessus. Et ils ont joué leur va-tout, ils ont joué leurs cartes, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas su les concrétiser. En effet, ils auront des regrets, mais ce qu'il faut... Ils ont dormi dimanche soir. Enfin, c'était dimanche soir, je sais pas ce que non, c'était hier soir. Excusez-moi. Guillaume, Voilà pourquoi je vous ai mis Basile à côté de vous. C'était hier. Je pense qu'ils ont mal dormi. Mardi soir. Avant-hier soir. Mercredi soir. Non, c'était hier. Basile, n'essayez pas de l'embrouiller. Bon, je pense qu'ils ont du mal dormir le soir du match, quoi, parce que... Voilà, Qui, Nantes ou Mantes? Bah oui, les joueurs de Mantes ont du mal dormir. Bien sûr qu'on a des regrets quand on a l'occasion de le faire. Maintenant, il y a un moment où le résultat reste logique. Le regret est peut-être plus grand justement dans ce type de scénario, on va dire, parce qu'ils les ont tenus jusqu'en prolongation. 0-0. Déjà, c'est un exploit de les tenir peut-être jusqu'à la mi-temps. À la 5e minute. Quand on prend 5, c'est fini. Mais voilà, bien sûr que si le match... Mais là, dans ce scénario, bien sûr qu'ils auront des regrets. Maintenant, je pense, sur ce type de match, ils ont dû apprendre et s'acquérir ils ont dû apprendre énormément sur ce match. En tout cas, Mantes a surpris les Nantais. On les écoute. Ils avaient un super état d'esprit, ils ont donné leur maximum. Puis voilà, à un certain moment, juste à la fin, on a eu un petit peu de chance parce que je pense qu'ils pouvaient nous égaliser. Mais bon, sur la vue du match, c'était mérité, mais absolument pas surpris par eux, au contraire. Les matchs comme ça, c'est pas facile. Tous sont difficiles, les coupes. Elles sont chaudes, le terrain c'est mauvais, c'est très dur, on ne peut pas freiner, changer de direction, c'est difficile. Mais on a gagné et c'est ça l'important. Vous disiez, Guillaume, que les Mantais avaient peut-être mal dormi, mais les Nantais ont l'air d'avoir également eu beaucoup de soucis sur cette partie. Même s'il y a la qualification. Oui, mais... Ils ont peut-être mal dormi également. Bah non, ils ont la qualif, donc ils ont dû se faire, certes, la séance d'après-entraînement, ils ont dû se faire un peu remonter les bretelles peut-être la séance vidéo, je sais pas, par leur entraîneur. Parce que battre que 1-0, une équipe avec autant de divisions d'écart et en prolongation, je pense que l'entraîneur a dû leur mettre une petite séance, mais... Après les Nantais... Surtout que sur le match, c'est l'objectif pour ces grosses équipes, c'est d'éviter la prolongation, parce que minimiser la fatigue. Quoi. Donc, pour eux, c'est comme une défaite pour Nantes? Ben non, puisque au final, ils gagnent. Mais ça peut leur desservir pour le championnat si la fatigue... dommage. Je ne parlais pas tous en même temps. Pardon. Jean-Miss... Si on peut plus attaquer un petit peu. Non, pas tout de suite en tout cas. Jean-Miss, quand on est entraîneur comme ça, d'une équipe de Ligue 1, quand on trébuche, on est à la limite de trébucher contre une équipe justement de CFA, on réagit comment? On est comment dans le vestiaire? On essaie de les secouer un petit peu, dire que ce n'est pas normal, peut-être?
C'est compliqué le football. Hein. Moi, je ne vais pas vous répondre concernant le football parce que c'est un sport assez compliqué au niveau de la gestion. Mais en tout cas, pour votre expérience rugbystique. Oui, expérience rugbystique, c'est différent parce qu'il y a l'affrontement en rugby. Donc l'affrontement, on peut jouer là-dessus et donner des consignes en disant mais il faut accentuer sur telle zone de jeu. Il y a l'affrontement. Au football, il n'y a pas l'affrontement. Là, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, Nantes, on en a parlé tout à l'heure, c'est plein de l'état du terrain. Pour des professionnels, ça peut niveler les équipes. Justement, Jean-Miss, on va revenir juste après sur l'état du terrain. Justement, on écoute les joueurs, les principaux acteurs du match sur l'état du terrain. Le terrain n'a pas aidé nos joueurs qui vont vite, mais en même temps, c'était le même terrain pour les deux équipes. Le terrain, ça glissait, le verglas, il fallait faire attention avec les appuis, donc c'était un peu difficile, mais on a su réagir à ces conditions-là et c'est un bon point pour nous aussi. L'état du terrain a avantagé Jean-Miss plutôt les Nantais ou les Mantais? Est-ce que ça a nivelé peut-être le niveau? Les Mantais pour moi. Les Mantais. C'est difficile, Nantais, Mantais. Ouais, non, mais pour moi, ça a favorisé les locaux, on va dire. Comme ça, on va se retrouver. C'est les Mantais. Si, ça a favorisé. Ça nivelle les équipes. L'état du terrain, ça nivelle les équipes. Et de ce que j'entends, c'est pas le terrain en lui-même qui était compliqué, c'était les conditions climatiques, le fait qu'il fasse très froid. Et donc, le terrain était gelé. Que ce soit un terrain à Nantes ou à Mantes, il aurait été gelé de la même manière. Et donc, du coup. Non, mais la qualité. Ouais, mais enfin. De la boue, etc. Ça avantage l'équipe qui est inférieure forcément. Non, tout à fait, puisque quand même là au niveau professionnel, techniquement c'est un peu plus précis et je pense quand même que ça les embête plus eux qu'une équipe sans dénigrer du tout Mantes. Dommage que Moustapha soit pas là, mais c'est vrai que ça joue un petit peu moins précis, on va dire, un petit peu moins. Techniquement, c'est un petit peu inférieur. C'est le propre des divisions. Donc forcément, ça désavantage la plus grosse équipe. Ça, c'est sûr. Basile, Nantes qui a l'habitude de jouer au Parc des Princes, au Vélodrome, sur des superbes pelouses, ça a pu les gêner sur cette C'est sûr que ça a dû faire bizarre de se retrouver à Mantes-la-Ville, dans ce petit stade, avec une seule tribune principale. 5500 spectateurs. Voilà, 5500 spectateurs, dont peut-être 3000 ou 2500, la moitié autour du terrain, debout, autour de la main courante. Donc c'est vrai que c'est une ambiance particulière. Les Nantais avaient quelques supporters également, ils étaient à peu près une soixantaine à peu près. Ils avaient fait le déplacement. À partir de quel match par exemple, enfin quel niveau que Nantes, s'ils avaient reçu encore un club de Ligue 1, aurait dû être délocalisé par rapport au parc ou ailleurs? Oui, de toute façon ça aura peut-être. C'est à partir de quel Basile là? Je te renseignerai pour la prochaine émission. Vous lui avez posé une colle, ce qui est rare. Ça dépend vraiment de chaque stade en fait. Ça veut dire que par exemple, vous prenez l'exemple dans le département à Versailles. Versailles pourrait très bien accueillir un jour une demi-finale, un quart de finale de Coupe de France, parce qu'au niveau à Montboron, parce qu'au niveau sécurité, c'est envisageable en fait. C'est qu'il y a des normes fixées par la fédération pour chaque stade. Mantes a dû faire quelques aménagements pour pouvoir recevoir ce 16e de finale. S'ils n'avaient pas été faits, le match aurait dû jouer sur un autre terrain. Donc c'est pas forcément lié à la... Et quoi qu'il en soit, il est homologué. La mairie a mis l'argent qu'il fallait ou pas? Parce que c'était un des sujets aussi. La mairie n'a pas mis d'argent apparemment. C'était un des sujets tabous, si un tabou en tout cas à Mantes. Mantes, la mairie n'aide pas le club. Très peu. À Mantes, pas du tout même. À Mantes-la-Ville. Il faut savoir que le FC Mantois, c'est un club qui rassemble. C'était la fusion du club de Mantes-la-Jolie, de Mantes-la-Ville et de Buchelay. D'accord. Voilà, c'est la fusion de 3 clubs en 80 ans. Il n'y a qu'une ville qui n'aide pas le. Qui a baissé les montants de la subvention la saison. On ne sait pas pourquoi. L'an dernier. Voilà. En tout cas, s'il n'y a plus d'équipe yvinoise encore en course donc dans cette Coupe de France, il a quand même un joueur qui continuera l'aventure, c'est Enoch Kouateng qui continuera donc l'aventure avec le FC Nantes. Il avait joué à Mantes, du coup, qui était son club formateur. Il était très content d'ailleurs de revenir sur ses terres. On le voit justement à l'image. Basile, c'est aussi la force de Mantes, ce côté un peu formateur. Il y a également Moussasso qui est passé par Lille, qui a été meilleur buteur du championnat de France il y a quelques années de cela. C'est ça la force de ce club? C'est sûr qu'à Mantes, il y a un vivier. Donc évidemment, les jeunes les plus prometteurs intègrent ensuite des centres de formation. En tout cas, les clubs professionnels viennent chercher ces éléments en région parisienne. Le FC Mantois en fait partie. Donc évidemment, Moussasso...
Il y en a d'autres, il y a une dizaine de joueurs qui évoluent en Ligue 1 et Ligue 2. Yann Mvila aussi, qui sont passés qui est passé par l'équipe de France. Voilà, une douzaine de. Il n'y a pas que Mantes, il y a Trappes, il y a Versailles, il y a plusieurs clubs formateurs. Il y a un très bon vivier dans le département et Mantes en fait partie. Bon, après cette page Coupe de France, on passe maintenant à la chronique J'aime pas de Basile à Régoli. Notre chroniqueur Basile Régoli, le Maradona du sport yvelinois, nous présente ses tops et ses flops. On commence tout de suite par les j'aime. Jingle. J'aime pas. Tout de suite, moi on commence par un j'aime pas. Du coup, le j'aime pas. Désolé Basile, on change un peu le programme. Donc le j'aime pas. Jingle. Oh non! Alors Basile, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Je crois que vous n'avez qu'un j'aime pas aujourd'hui. Vous étiez de très bonne humeur le week-end dernier. Je ne comprends pas pourquoi Guillaume se retourne déjà. Non, c'est un j'aime pas qui concerne l'équipe le club de rugby de Versailles, qui fait pour moi un excellent boulot au niveau de la formation avec les jeunes. On le voit actuellement au niveau du championnat. Les moins de 18 ans sont dans le haut du classement, avec 6 victoires en 8 journées. Les moins de 16 également sont premiers de leur championnat, 7 victoires en 8 matchs. Donc il y a un bon travail. Et puis le fruit de ce travail fait auprès des jeunes dans ce club ne paye pas ensuite dans les catégories au-dessus, dans le groupe senior. Malheureusement, chaque année, il y a peut-être, Guillaume, 4-5 jeunes qui arrivent à intégrer l'équipe première en Fédéral 3, et c'est ça qui est bien dommageable. Donc, pour moi, il y a des raisons. On est à Versailles, il y a d'autres priorités que le sport, et c'est vrai qu'arriver à l'âge de 18 ans, une fois le baccalauréat en poche, beaucoup mettent le rugby partent pour les études soit en province, ou mettent le rugby de côté pour d'autres priorités. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommageable, je trouve, que les dirigeants n'aient pas le retour de cet investissement à l'heure actuelle. On va vous passer la parole, Guillaume, du coup. Alors, comment expliquez-vous ce fossé? Ce fossé, il y a un fossé, on va dire oui, entre les années passées et cette année, puisque les années passées, on jouait la qualif pour les playoffs, et là, on joue plutôt on joue le maintien, carrément, puisqu'on est dernier de poule. Voilà, donc... c'est vrai qu'on fait un beau travail sur la formation. On a une grosse école de rugby avec plus de 260 gamins. On a 60 U16 avec 2 équipes. Les 2 sont premières de leur championnat respectif, Toliara et Toliara-C. On a 60 U18. Pareil, une Philippone et une Danée qui sont 2e de leur poule chacun respectivement. On a créé une Belasquin cette année dont je m'occupe. Alors c'est compliqué en Belasquin parce qu'on joue contre des équipes qui existent déjà depuis longtemps. Nous on l'a créé juste, donc... on perd souvent, tout le temps même, je dirais, mais qu'on a prévu, on savait que c'était comme ça, que le fruit du travail qu'on fait là en Belasquin va nous permettre de récupérer dans 2-3 ans, pas avant. Maintenant, on sait très bien qu'à Versailles, la problématique, c'est une fois qu'ils ont le bac. Une fois qu'ils ont le bac, nos jeunes, ils partent faire des écoles de commerce à Lille, ils partent faire médecine, ils partent faire des écoles d'ingé. Ils sont trop bons dans les études. Après c'est Versailles, dans d'autres clubs c'est pareil aussi, mais je veux dire c'est vrai que Versailles va dire que la priorité est plutôt sur les études que sur le sport, et tant mieux pour eux, ils ont raison. On sait très bien que, comme le disait tout à l'heure Basile, on a une génération qui alimente encore le groupe senior, c'est la génération 92-93, qui sont encore jeunes, puisque c'est des jeunes, c'est des seniors 3 ou 4, pas plus, enfin 4e année, et que derrière il y a un trou parce que ça, voilà, j'en vois quelques-uns là, en tête que j'entraînais les plus jeunes qui sont, voilà, je vous dis, qui sont à Lille, qui sont à Toulouse, qui sont un peu partout en France, et dont d'autres clubs profitent du coup. Mais après tout, on est un club formateur, donc tant mieux pour les autres clubs, mais voilà, donc oui, c'est compliqué. Maintenant, voilà, on fait le dos rond cette année, puis en espérant... Donc vous êtes pour l'instant dernier du classement, je le rappelle, de Fédéral 3. Le maintien va être assez compliqué. Moi, c'est ce que je disais avant. Vous y croyez encore? C'est ce que je disais avant les vacances, la dernière mission qu'on avait faite, on avait parlé un petit peu. Vous avez 6 points de retard, c'est ça, sur le premier. Mais faut qu'on fasse il y a un mi-championnat à faire entre les 4-5 derniers. Enfin, il y a 2 championnats dans la poule. Il y a la poule haute, ce qu'on appelle la poule haute, c'est les 4-5 premiers qui vont jouer pour la qualif. Et là, il y a vraiment un fossé entre le bas de tableau et le haut de tableau. Et à nous de faire ce qu'il faut contre les équipes qui sont juste devant nous. Ça commence dimanche contre la CBB. Là, voilà. Donc, moi, j'y crois encore. Maintenant, c'est vrai que si on perd contre la CBB dimanche, ça va être compliqué aussi dans la tête, parce que là, c'est vraiment une équipe qui est à notre portée, à notre niveau.
Et donc voilà, on en a parlé la dernière fois en réunion de bureau avec nos entraîneurs seniors qui disaient voilà, aujourd'hui, il faut admettre qu'on est une équipe qui joue le maintien. Et on va faire le dos rond pendant 2-3 ans, on va jouer le maintien pendant 2-3 ans, en espérant qu'après le travail qu'on fait sur la formation va porter ses fruits et amener un plus au groupe senior. Parce qu'aujourd'hui, on a, hélas, après c'est un choix politique de club, on n'a pas le budget pour et faire une formation forte, et faire forte en tout cas, la plus forte possible, et avoir une équipe première compétitive. Parce que Jean-Miss ne me dira pas le contraire, mais aujourd'hui c'est compliqué. C'est pas forcément simple d'attirer des joueurs juste avec un beau stade et une belle. Vous compatissez avec la situation après, de ils sont Versailles. Premiers, ils ont peut-être d'autres. Oui, vous n'avez pas du tout vous la même situation à Plaisir. Ou par contre vous êtes premier du classement. Ça, c'est pas. Mais on se suit là, c'est vrai que on ne parle pas trop de l'équipe première. Puisque on a la chance d'être premier actuellement, donc. Je me suis arrêté, ça y est. On a la chance d'être premier. Il avait besoin de parler. Il avait besoin de parler un petit peu. Nous, on a la chance d'être premier actuellement. Eux, ils jouent le maintien. Mais c'est surtout, je voudrais revenir sur les jeunes qui montent en senior. Certes, et ça c'est le propre de tous les clubs. Il y en a qui partent pour les études. Il n'y a pas qu'à Versailles. Il y en a partout. Mais il y a surtout un autre phénomène, c'est que est-ce que les équipes jeunes évoluent à un niveau assez important pour permettre d'alimenter sportivement et efficacement les équipes seniors du club. Parce que là, comme Basile tout à l'heure disait, ils enregistrent 4-5 joueurs qui évoluent en première, et j'aurais tendance à dire que c'est énorme. Oui, non, mais t'as raison. C'est énorme. Si c'est le cas, et ça m'étonnerait quand même, mais je pense qu'il a de mauvaises infos ou qu'il s'est planté avec ses fiches, mais c'est énorme parce que il y en a qu'un cette année qui joue en première. Voilà. Généralement, les juniors qui montent et alimentent l'équipe réserve parce qu'il faut qu'ils s'aguerrissent. Et d'où l'idée de créer la Bélasquin. Voilà. Parce que la Bélasquin forme plus. Voilà. Oh là là. Désolé Guillaume, désolé. D'habitude ça. Et tu peux mettre un carton rouge si tu veux, mais ça tombe toujours sur Mustapha, et voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, justement, Mustapha sort de ce corps. Voilà. Donc on va passer maintenant à un j'aime, Basile, jingle. Est-ce que vous avez aimé Basile? Alors un j'aime pour l'équipe masculine de handball de Plaisir, actuellement deuxième du championnat de pré-national, donc le niveau le plus haut sur le plan régional. Les Plaisirois sont allés gagner ce week-end chez nos amis versaillais d'Alexandre Taillefer, 31-30. Qui n'est pas présent également aujourd'hui. Qui n'est pas présent aujourd'hui pour débriefer la rencontre. Il faut savoir que ça fait 3 ans que Plaisir essaye de monter en National 3 ans qu'ils échouent pour un rien. L'an dernier, ça s'est joué au goal average. Donc voilà, on peut espérer que cette année sera la bonne. Moi, j'ai envie d'y croire, même si je pense que notre ami Alexandre ne partagerait pas forcément cet avis s'il était présent aujourd'hui. Surtout qu'il a perdu 31-30 d'un but à domicile. Ceci explique pour son absence. Un match. Vous êtes d'accord, Jean-Miss, il ne faut jamais perdre espoir, même quand on finit 2e, 3e pendant des années. Ah ben oui, mais il ne faut jamais perdre espoir. Ouais, jamais. Il faut bien qu'un jour ça sourit. Puis là, ça a l'air de bien sourire. Puis comme j'ai un copain qui est gardien de but de Plaisir, je suis content pour lui. Même chose, Yann. Vous voulez rajouter de toute façon, un mot? moi, à partir du moment où je termine 2e, il n'y a qu'une chose, c'est que ça me motive pour enchaîner l'année suivante et aller chercher la gagne après. Donc, bien sûr qu'il faut, se servir de ces expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, on continue maintenant avec vous, Basile. Donc, votre deuxième j'aime, il concerne le Dakar 2016 jingle. Alors oui, un j'aime pour nos 2 pilotes yvelinois dont on avait parlé, Jean-Pierre Garcin et Jean-Philippe Thoriot, qui étaient présents sur le rallye raid du Dakar. Contrat rempli pour eux, déjà parce qu'ils ont réussi à aller au bout de cette épreuve, sachant que c'était une édition 2016 vraiment très difficile, beaucoup d'abandons, des courses en montagne à plus de 4000 mètres d'altitude, je crois, avec des conditions... Sébastien Loeb qui a eu des problèmes, ce qui est assez étonnant. Des conditions météorologiques très difficiles durant la première semaine, et puis aussi au niveau en termes de résultats, de classement, une 32e place pour Jean-Pierre Garcin, une 40e pour Jean-Philippe Thoriot, donc c'était dans les objectifs qu'ils s'étaient fixés.
Yann, c'est déjà un exploit de terminer la course. Au-delà du résultat sportif, ils ont terminé au-delà de la 30e place. Et vous ne visez que la victoire. Non, je pense que quand on... Non, parce que faire un Dakar un jour, c'est quelque chose qui vous tenterait énormément. Tout à fait, même peut-être un rallye plus petit, mais c'est vraiment quelque chose. Pas encore à vélo. Mais non, ouais, j'adore le sport automobile et donc c'est vrai que participer à ce genre de choses doit être très très sympa pour l'expérience. En effet, je pense que quand on prend le départ de ce type d'épreuve, on sait très bien que quand on est amateur, voilà, on veut juste finir, prendre du plaisir, voir des beaux paysages, voir faire pas de tourisme puisque c'est pas du tout l'objectif, mais voir des pays d'une manière différente. Et en effet, si l'objectif était d'aller au bout, ils sont allés au bout. Ils ont dû avoir quelques galères à certains moments, j'imagine, puisque ça se fait rarement dans la facilité. Mais donc voilà, je pense qu'ils ont dû prendre énormément de plaisir et qu'ils reviennent avec des souvenirs plein la tête. Donc au-delà du résultat sportif. Au-delà du résultat sportif. Maintenant, est-ce qu'ils y retournent? Est-ce qu'ils le font régulièrement? Eh bien là, après, c'est ça qu'il faut voir parce que question d'argent, bien sûr, mais c'est vrai que quand on a l'expérience, au fur et à mesure, on a toujours envie de. Dakar, voilà. Chevronnet, c'était sa 17e participation. Voilà. Donc peut-être que quand on a autant d'expérience, peut-être que finalement lui, c'est plus un amateur, c'est plus un poireau comme on peut les appeler dans les motos, mais peut-être qu'il a envie d'aller peut-être qu'il avait envie de faire mieux et donc voilà. Maintenant. C'est beau de pouvoir être arrivé au bout de 15 jours de rallye comme ça. Même opinion, Guillaume, que Yann? Vous êtes d'accord avec Yann? Oui, il a parlé longtemps, donc je vais pas laisser un j'aime. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Très bref. Donc on passe au dernier j'aime donc de Basile Regoli. Il concerne le cyclisme sur piste. Et la belle performance du trappiste Benjamin Thomas. Tout à fait, donc tout le monde sait qu'à Trappes, il y a un très bon club de foot. Mustapha nous le confirme régulièrement. En revanche, peu de personnes savent qu'il y a également un jeune spécialiste de cyclisme sur piste très prometteur. Il s'appelle donc Benjamin Thomas, il a 20 ans. C'est un des Benjamins de l'équipe de France qui s'entraîne donc quotidiennement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Benjamin, il a brillé de mille feux ce week-end lors de la Coupe du Monde de Hong Kong en remportant 2 épreuves, le scratch et la course au point. Donc voilà, des résultats qui sont de très bon augure à un mois et demi du championnat du monde et un rendez-vous mondial où il aura, je pense, une carte à jouer pour une éventuelle sélection, ou en tout cas des points à marquer pour une éventuelle sélection pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'est par équipe, sur la poursuite par équipe. Donc à suivre. Yann, je me tourne encore une nouvelle fois vers vous. Vous êtes notre spécialiste cyclisme. Ça, c'est pour moi, oui. Est-ce que c'est Benjamin Thomas, c'est le futur? Je crois que Jean Après. Non, c'est parce qu'il dit ça parce qu'il ne le connaît pas, mais jamais. Donc c'est pour ça. C'est le futur de cette génération. Alors, les épreuves de Coupe du Monde, pour moi, piste. c'est jamais très très révélateur, surtout dans le cyclisme sur piste. J'ai regardé la liste des engagés. Il y avait une quinzaine de gars seulement sur le scratch ou la course à points, je me souviens plus. Donc voilà, c'était pas un très très gros plateau. Maintenant, voilà, s'il arrive à confirmer au championnat du monde. Fin février, là on pourra dire qu'il a. Maintenant c'est pas un inconnu. Benjamin fait partie de la nouvelle génération. Il y en a quelques-uns qui vont pousser encore derrière la relève dans toutes les Vous avez des noms peut-être, Yann? Bien sûr. Sébastien Vigier en vitesse. J'en rate un autre, mais bon voilà, Sébastien Vigier en vitesse, c'est un jeune senior première année qui a été vice-champion du monde junior en junior 1. Il s'est raté en junior 2. J'ai pas eu toutes les informations, mais voilà, il s'est raté en junior 2. Mais voilà, ce sont des jeunes qui rentrent en équipe de France et qui vont très rapidement aller donc faire. Donc on a une belle génération. Une belle génération, tout à fait, une belle génération de pistards. Donc moi, je souhaite que Benjamin. Ouais, on a eu des crus quand même. Mais une nation forte sur piste. Tout à fait. Il y a très régulièrement, il y a des nouveaux qui arrivent. Une belle formation. Belle formation, un bon suivi, une bonne continuité. Voilà. Et maintenant, j'attends fin février pour voir les résultats du championnat du monde. Et on en reparlera donc. Voilà, si on parlait sport. Voilà, fin février. Donc après cette rubrique j'aime pas de Basile Regoli, on passe maintenant à notre focus du jour. Il concerne les Jeux Olympiques 2016.
Aujourd'hui, notre focus concerne le cyclisme sur piste et un homme en particulier, François Pervis, le pistard qui habite à quelques mètres de nos studios à Montigny-Bretonneux, sera sans doute l'une des têtes d'affiche de la délégation tricolore. Avec 5 titres mondiaux remportés ces 2 dernières années, le cycliste sera évidemment l'un des favoris pour remporter une médaille à Rio l'été prochain. C'est son objectif, nous l'avons interrogé à ce sujet. Pour vous, ça représente quoi les Jeux Olympiques ? Ça représente le Graal, hein. Quand on est champion olympique, on change. C'est interplanétaire, c'est quasiment indescriptible parce que là, ça me fait sortir de l'anonymat pour un sport comme le mien qui n'est pas forcément très très connu. Et puis on n'est pas connu que seulement des cyclistes dans le monde entier, on est connu de toute la population mondiale. Quand tu es champion olympique, tu passes sur toutes les télés du monde. Le pistard François Pervis est-il la plus grande chance de médaille ? Oh, ça y est, vous vous liguez contre moi là, totalement. Le pistard François Pervis est-il la plus grande chance de médaille yvelinoise ? Avant de répondre à la question, je vous rappelle les noms des différents Yvelinois qui devront partir au JO, sauf pépin physique. Il y aura tout d'abord Tony Oyoka, le boxeur de 23 ans, a terminé 9e des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il est également devenu champion du monde de boxe amateur à Doha en 2015. C'est sans doute un prétendant à la victoire finale. Non, il est français, lui. Oui, il part avec un gros désavantage. Ah, oui. Excusez-moi. On en reparlera. Vous me laissez continuer l'émission, s'il vous plaît ? Il y a ensuite l'autre pistard de l'équipe de France, Grégory Boger. Il est à 30 ans, 9 fois champion du monde donc de cyclisme sur piste, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Il sera avec François Pervis l'une des têtes d'affiche de la délégation tricolore. On aura également au JO Astrid Guyard qui a remporté la médaille d'or de la Coupe du Monde 2015 en Pologne, qui a été médaille d'or en équipe en 2013 en Chine. À 32 ans, ce sera sans doute sa dernière chance de remporter un titre olympique et elle veut effacer son 0 pointé à Londres en 2012. En football, 2 joueuses du PSG pourraient gagner une médaille avec l'équipe de France. Les Bleus sont aujourd'hui considérés comme l'une des meilleures sélections mondiales avec le Japon, l'Allemagne et les États-Unis. Enfin, on a Thomas Barouk en aviron, le sportif de 28 ans, originaire du Chesnay et licencié au Cercle Nautique de Versailles, n'a pas encore remporté de médaille aux Jeux. Il a décroché déjà 2 médailles de bronze au championnat du monde avec une médaille de bronze en 2015 en France. Quand je vous énumère du coup ces champions, François Pervis est-il toujours la meilleure chance de médaille yvelinoise ? Je continue par vous, du coup. On vote ? Allez-y. La meilleure. La meilleure, vous êtes partagé ? Non, pas la meilleure. L'une des meilleures. Bon, bah, l'une des chances. L'une des chances. Là, à part le boxeur qui pour moi part avec un handicap. On va vous faire un petit duel, Yann contre Guillaume. Contre Guillaume. Voilà, à part le boxeur qui je pense n'a malheureusement a juste un drapeau tricolore derrière lui qui va faire qu'il ne pourra pas perdre, qu'il va perdre parce que les juges vont l'allumer comme ils ont pu faire avec nos autres combattants les éditions précédentes. Donc là lui je pense que c'est mort. Tous les autres vraiment ce sont des sports où la France est généralement très forte et où ce sont des sports où ces disciplines-là nous apportent beaucoup de médailles. Donc l'escrime, elle est déjà championne du monde, donc oui, bien sûr qu'elle peut être. Elle est championne du monde par équipe. Non, même pas. Ne n'interrompez pas Yann pendant son duel. Allez-y, Yann. Et donc voilà. Et en plus, si c'est par équipe, vraiment des chances de médaille. Maintenant, moi, là où je vais défendre François, c'est que François, il est quand même champion du monde les 2 dernières années sur plusieurs disciplines. Donc pour moi, François doit revenir de Rio avec le titre de champion olympique en kérine. Je vois pas d'autres possibilités. Surtout qu'il est quand même cette année beaucoup plus confiant que ce qu'il n'a été l'année dernière pour les championnats du monde. Donc le niveau de préparation n'est pas du tout le même. Il sent bien qu'il n'a pas eu du tout les pépins physiques qu'il a pu avoir l'année dernière. Je pense que François va être très très motivé pour revenir avec une médaille et je le vois pas revenir sans le titre. Je vous passe la parole. Guillaume, je crois là, il a pris quelques longueurs d'avance. Quelques longueurs, non. Il a dit qu'en fait, qu'il était d'accord avec nous, quoi. Enfin, tout simplement, quoi. Mais bon, pour moi, François, il devrait ramener un titre. Non, mais on parlait de la question, c'était la médaille. La plus grande chance. La plus grande chance de médaille. La plus grande chance, c'est pas la plus grande chance. Ils sont tous. Il faut se mouiller. Donc médaille, or, argent ou bronze. Non, mais la plus grande chance de médaille, bien sûr. Enfin, c'est une des chances de médaille, parce que pour moi, les autres athlètes que tu as cités sont aussi capables de rapporter une médaille, sauf on a fait le boxeur où il y a vraiment une. Voilà, on ne sait jamais la boxe, on ne sait jamais si c'est loyal ou pas, enfin les juges sont loyaux ou pas. Après Astrid, que je connais très bien, cette année c'est que en individuel, donc ça va être un peu plus compliqué, mais elle bosse pour ça depuis des années et je le souhaite d'y arriver.
les joueuses de foot. En effet, le foot, comme dirait Mustapha, le foot pratiqué par les femmes, et ben, je pense qu'on a aussi largement une charge de médaille. On est quand même dans les meilleures nations. Bien sûr. Voilà, Derrière le Japon, l'Allemagne, Thomas les Barouk, il vient d'avoir une médaille de bronze au championnat du monde, donc il est en pleine bourre. Enfin, donc ils sont tous des chances potentielles. Bien sûr que les cyclistes sur piste français sont, quoi qu'il arrive de toute façon, quasiment tous des chances de médaille, puisqu'on est une nation forte, même si à Londres on s'est fait... On a fait des médailles. On a fait des médailles, mais on s'est fait mettre par les Anglais, par les Anglais, par la Grande-Bretagne, pardon, excuse-moi. Mais pour moi, voilà, c'est tous des sports où on est susceptible d'avoir des médailles. Donc c'est pas la plus grande chance de médaille, pour moi c'est une des chances de médaille. Voilà. Je repense à Grégory Boger. Grégory Boger, s'il revient encore avec une médaille d'argent, mais il va être très déçu. Il était déjà très déçu à Londres. Là, c'est même pas envisageable pour lui, quoi. Il ne revient plus en France. En France, si, il reviendra, mais c'est sûr pour moi, il arrêtera sa carrière là-dessus. C'est un échec. Après 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est trop long. Mais la façon dont il a gagné le tournoi de vitesse au championnat du monde à Saint-Quentin l'année dernière, il a montré, il a dit, moi, cette année, je vais gagner. Et il a gagné en 2015. Il a dit, maintenant, pour moi, il n'y a plus qu'un truc qui compte, c'est Rio. Donc, il peut faire l'impasse sur les championnats du monde qui vont se dérouler à Londres. Mais je vous mets même un coupé aujourd'hui. Pour moi, Grégory ne sera pas champion du monde en février. Ils misent tout sur les Jeux Olympiques. Dans la saison. Tout sur les Jeux Olympiques. Et Grégory n'en a rien à faire d'un titre de champion du monde en 2016. Il n'y a qu'un truc qui compte pour lui, ce sera d'être champion. Comme beaucoup de L'année des sportifs. Jeux, un championnat du monde, un championnat d'Europe passe au second plan. Donc, cette année, il n'y aura que les Jeux Olympiques qui comptent. Il n'y a rien d'autre. Basile, qui gagne dans ce duel entre Guillaume et Yann? François Pervis, c'est personne d'autre. Enfin, ça sera lui. Non, c'est lui. Il n'y aura pas que lui. On aura des grandes chances de médaille yvelinoise. Et à cette liste que vous avez citée, je rajouterai également une jeune fille de Mantes, Abby Niaré, 20 ans, championne du monde de taekwondo en 2015, donc il fera également partie des grandes chances de médaille tricolore pour cette année 2016. Encore un sport où la France en taekwondo, on ramène des médailles, quoi. Voilà. Donc il faudra compter sur elle également, je pense. Donc si ces gens sont dans les Yvelines en plus, il n'y a aucune raison qu'ils ramènent pas des médailles. Il y a pas des Yvelinoises en rugby à 7 dans l'équipe de France, elles ont aussi une chance de médaille au rugby à 7, les féminines. Plus que, je sais pas s'il n'y a pas une Yvelinoise qui traîne dedans. C'est vous les spécialistes. Je reste renseigné, je sais pas. On se renseignera. Jean-Miss, pour vous, est-ce que François Pervis sera titré au JO? Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Yann, parce que c'est quand même le spécialiste. Il a fait une bonne synthèse. Je pense que là, tout ce qui a été cité, ce sont des disciplines dans lesquelles on a l'habitude de ramener des médailles. Sauf en foot. Oui, mais en foot, c'est tout nouveau, non? Foot féminin, c'est tout féminin, soit à ce niveau-là. Donc c'est tout nouveau, donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'arrière, puisque c'est la première fois. Mais sinon, les autres, ce sont que des disciplines où on a l'habitude quand même de ramener des médailles. Donc je ne vais pas rajouter autre chose. Mais ce que je veux dire là, c'est Guillaume quand même qui avait raison, parce que lui, il dit qu'il est contre, et puis finalement, il est pour. C'est juste pour parler. Je crois que c'est la place qui veut ça. On clôture ce thème par notre jeu Le Dilemme avec François Pervis. Kering. Champion olympique. Piste. 50 ans en Yvelines. À la Mayenne. Rugby. À Casanier. Rousseau. Yann, il vous a surpris, François Pervis, dans ses réponses? Pas du tout. J'étais en train de prédire à toutes ces réponses. Moi je le connais bien, François. Et en effet, je pense que j'aurais pu répondre pour lui et j'aurais fait 100%. Peut-être juste sur Cali, j'aurais eu un doute. Parce qu'il a pris 3 titres alors qu'il n'en a pris que 2 à Saint-Quentin. Mais c'est vrai que prendre des titres à la maison, ça a été quelque chose d'énorme pour lui. On passe à présent à notre rubrique débat. Notre débat concerne 2 sports très appréciés dans les Yvelines et par nos chroniqueurs, le cyclisme et le rugby. Au niveau sportif, on a des clubs qui sont en Fédéral 3, l'équivalent de la 5e division française, comme Plaisir, Chevreuse ou encore Versailles et Maison Lafitte. On a également une dizaine de clubs bien placés dans les divisions inférieures. En cyclisme, on a le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le Paris-Nice qui passe par les Yvelines. La question est simple, les Yvelines sont-elles une terre de rugby ou une terre de cyclisme? Vous votez.
Vert pour cyclisme et rouge. Alors vert pour cyclisme et rouge. On va quand même pas faire les faux culs. Bon, je vous passe la parole. Jean-Miss, allez-y. Donc pourquoi les Yvelines sont une terre de rugby pour vous? Parce que déjà je suis un entraîneur de plaisir au rugby. C'est une bonne raison. Je rajouterais quand même que dans le club que vous avez cité, vous avez oublié Houille. J'ai oublié Houille, c'est vrai. Ouais, qui est un Yvelines aussi et qui est en Fédéral 3 et qui est, je crois que 4e de poule, de sa poule. Donc il gaze, ça fait un club de plus par rapport au cyclisme. Ça fait un club de plus. Non, ça plaisanterie, mais sinon, c'est compliqué aussi de comparer un sport collectif tel que le rugby, et un sport individuel tel que le cyclisme. C'est assez compliqué. Forcément, le rugby draine un petit peu plus de monde, ne serait-ce que au niveau du public. Je pense qu'au niveau du public, quoique d'ailleurs, le cyclisme, mais surtout au niveau licencié, Mais encore une fois, c'est le propre du sport collectif. Sport collectif. Après, est-ce qu'on voit beaucoup plus de monde dans les stades, sur les matchs le dimanche, sur les stades de rugby ou sur les courses de vélo dans le coin, ça, j'ai pas la réponse. Moi, je prêche pour ma paroisse, c'est pour ça, tout simplement. Un débat comme celui-là, on peut le faire, oui, mais... Si je peux rajouter, moi je dirais qu'en termes d'événementiel... On laisse Yann répondre, parce que là, il est en train de bouillonner, là. Non, mais en termes d'événementiel nationaux, en tout cas, national, pardon, je pense que le cyclisme est supérieur au rugby dans les Yvelines. Parce qu'il y a le Paris-Nice, il y a quoi, le championnat du monde également, le droit, etc. Maintenant, en termes de sport médiatique, départemental, vraiment, voilà, je pense que le rugby est un peu supérieur. Le vélo, c'est très très populaire. Après, le vélo, c'est dans la Chevreuse, il y en a plein qui en font, mais bon, Allez vous promener malheureusement dans le dimanche matin dans la vallée de Chevreuse en voiture, et il faut pas le faire, quoi. C'est ma route. C'est ma route pour venir. Qu'est-ce qu'ils sont chiants ces cyclistes. C'est ma route, donc je sais qu'il y a du monde. Voilà, donc le cyclisme, les Yvelines, terre de cyclisme, oui, même le Paris-Nice part de 50 ans, le Paris-Brest-Paris, tous les 4 ans part de 50 ans en Yvelines. Donc non, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui peuvent pratiquer le vélo. En venant tout à l'heure sur Saint-Quentin, j'ai doublé un cycliste. Vous l'avez pas écrasé? Un mec rasé. Non, il était en long parce qu'il fait froid quand même en ce moment. Mais voilà, après, c'est pareil, quand j'entends les effectifs du club de Versailles en rugby, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant le nombre de coureurs. Ce qui est sûr, c'est que le club... De joueurs, pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'au club de Versailles vélo, il y a moins de coureurs. Voilà. Donc... Le cyclisme n'est pas non plus un sport qui va être, c'est une activité qui est pratiquée sans faire de sport. Moi, je fais la différence entre activité physique et sport. Aller faire du vélo le dimanche, même si vous faites du vélo et 100-150 km tous les dimanches, vous faites du vélo. Faire du cyclisme, c'est aller accrocher un dossard et aller faire une compétition. Et quand on fait du rugby dans un club, on va faire des matchs tous les dimanches ou tous les week-ends. Et là, en fait, on va vraiment faire un sport. Parce qu'il y a l'aspect compétition. Chose que dans le vélo, on ne va pas retrouver. Donc c'est plus un côté amateur peut-être dans le vélo pour vous? Le vélo est côté plus plaisir. amateur. Il va y avoir un côté plaisir, il va y avoir un côté loisir dans le vélo. Il y a beaucoup moins de compétition, il y a de moins en moins de compétiteurs en cyclisme chaque année. Il y a dans le département plus accessible. Par contre, c'est vrai que vous allez chez Decathlon, vous sortez avec votre vélo, vous pouvez aller faire pas de marque, vous pouvez citer GoSport et puis il en faut 3. Intersport. Voilà. Mais donc vous sortez avec votre vélo, vous pouvez aller faire votre balade tous les dimanches et vous pouvez aller rapidement monter sur des grandes distances. 100 km en vélo, on pense que c'est énorme alors que c'est rien. Alors qu'un match de rugby. C'est rien pour toi. Non, mais pour tout le monde, je veux dire... kilomètres, on est sur la selle comme on est... Enfin bon, non, mais Yann n'a pas les mêmes distances que les autres. Basile, vous pouvez trancher si vous voulez. Non, mais quand on parle souvent vous êtes le seul qui soit neutre. Qui soit neutre dans ce débat. Quand on parle de cyclisme, rien que sur ce plateau, à chaque émission, c'est évidemment, comme on le disait, pour des événements d'ampleur nationale ou internationale, ou les spécialistes de la piste en équipe de France. Mais... rarement, voire quasiment jamais, sur des épreuves locales qui sont organisées. Je crois que cette année, au calendrier, il y avait en cyclocross, si je ne me trompe pas, aucune épreuve inscrite dans le département. Malheureusement, en fait, il y a très peu de
d'organisation dans le département pour le cyclisme. Surtout, il n'y a pas d'équipe vraiment compétitive en DN1, Maintenant, il y a quand même une équipe, il y a l'équipe de l'Armée de Terre qui est une équipe. Alors, il y a l'Armée de Terre avec un statut un peu particulier, mais voilà. Et aujourd'hui, les meilleurs jeunes du département qui sont dans les clubs alors je vais en citer quelques-uns, mais Morpa, Elancourt, Conflans, ensuite dès qu'ils sont au-dessus du lot, partent régulièrement dans d'autres structures en région parisienne pour pouvoir percer. Donc au niveau compétition, il y a encore du travail, je pense, à faire dans le cyclisme. Et encore, même dans la région Île-de-France, de toute façon, on a quand même une problématique au niveau suivi des jeunes. Hein. Ouais. Beaucoup de jeunes sont obligés de partir dans l'Oise, sur Nogent-sur-Oise, ou alors après en Vendée, parce que c'est là qu'ils ont des vraies possibilités d'accession à un niveau professionnel, alors qu'en Île-de-France et dans les Yvelines, on n'a plus rien, quoi. Donc pour moi... le rugby, c'est la terre, c'est le sud-ouest, la région, et puis le vélo, c'est la Bretagne. Voilà, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Complètement d'accord. Par contre, au niveau du public, qui draine le plus de monde entre le cyclisme et le rugby, selon vous? Tu ne peux pas comparer un événement local à un événement national, c'est pas les mêmes. Je veux dire, quand il y a une compétition internationale, ou même une compétition, quand on a fait le Grand Prix de Vélizy, où on arrive quand même à mettre 1500 personnes dans le vélodrome, c'est pas rien. Je pense pas qu'il y ait un match. Il y a quelques flops, par exemple, pour les championnats départementaux, les championnats régionaux, parce qu'il n'y a pas de championnats départementaux, mais championnats régionaux, mais il n'y a pas de communication. Donc à partir de là, en effet, il n'y a personne dans les tribunes. Mais ça, c'est pas un club qui organise, c'est les instances fédérales, le comité régional, et donc là, à partir du moment où il n'y a pas de communication, les gens ne viennent pas. Par exemple, à Plaisir, il y a énormément de public, par exemple. Il y a du public, mais il n'y en a pas 1500. Il y a une récurrence sur des gros matchs. C'est tous les week-ends. Mais il y a quand même plus de matchs de rugby d'organisés tous les week-ends, plus de rencontres de rugby que de courses de vélo, quoi. Donc sur le nombre, je pense qu'on est largement devant. Quand on a par contre le Tour de France qui passe, on le voit bien, une étape du Tour de France qui passe dans le département, que ce soit dans la vallée de Chevreuse, Rambouillet ou à Versailles, le départ qu'on a eu, il y a du monde des deux côtés de la route, sur tout le parcours. Paris-Nice, moi j'étais agréablement surpris du nombre de personnes de spectateurs qu'il pouvait y avoir sur le prologue, c'était magnifique. Donc il n'y aura pas de vainqueur entre le rugby et le cyclisme. On passe maintenant à notre défi du jour. Oui, c'est pour ça qu'il est pas venu. Le défi concerne aujourd'hui le rugby. Les joueurs du Sky Rugby doivent toucher une bouteille en faisant une passe de 15 mètres. S'ils ne touchent pas la bouteille, ils sont éliminés. On regarde la séquence. Ça va être joli, ça. Pierre-Jacques Moucollet, je viens d'Orange, je joue au Sky Rugby demi-mêlée et surnom le Petit. Yann Tocqueville, je viens de Lévis-Sanon, juste à côté. Mon poste c'est demi-mêlée au Sky Rugby et mon surnom c'est Toki. Brice là derrière, je joue au Sky Rugby à l'aile. J'habite à Guyancourt et Cartonman. Paul Pillin, je viens de Voisin-le-Bretonneux, je m'appelle Tim Marco. Mathis Benmegal, j'habite à Coignères, je joue centre au Sky Rugby et mon surnom c'est la main noire. Un beau vainqueur, je crois qu'en finale il y a eu un peu de sous pression, c'était un peu difficile mais il a fini par l'emporter. Ouais. C'est un petit junior qui vient s'entraîner avec nous aujourd'hui et qui a mis à l'amende tous les seniors, donc bravo à lui. Ouais. Beaucoup de fierté, mais je pense qu'au fond de moi il y a eu un peu la chance du débutant. Et puis j'espère pas me faire frapper ensuite dans les vestiaires pour cette victoire qui a été méritée de bout en bout. Un plaisir. Jean-Miss, une réaction sur ce jeu ? Oui, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait le gagnant, là, il est apollinaire à plaisir. On va le recruter. Un petit jeune qui est passé dans les mailles du filet. C'est bien de nous les montrer à la télévision, comme ça, on fait du recrutement. La bouteille était un peu grosse, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pas si difficile. Pourtant, ils n'ont pas tous réussi. Non, mais venez à Versailles ou à Plaisir, qu'on rigole aussi un peu. Quoi, nous, je vous passe un bien. On vous met une petite bouteille. Nous, on a le temps de jouer. Peut-être que Plaisir, ils n'ont pas le temps de jouer parce qu'ils jouent le haut de tableau, ils vont la remonter. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais nous, on a le temps de faire des. Pour revenir au gagnant, il a une belle passe. Hein. C'est vrai. C'est noté, Guillaume. On va venir à Versailles. On se vous voit. Pardon.
Donc on viendra avec une petite bouteille d'eau, par contre. Pas une 33, mais une 5 quoi. Une litre 5 quoi. On passe maintenant au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse à chaque émission un coup de gueule sur le sport dans le département. Aujourd'hui, Arnaud va nous parler des disciplines alternatives. Je vous laisse la parole, Arnaud. Merci Mickaël. Donc mon coup de gueule du jour va pas beaucoup plaire à Monsieur Larbaoui, représentant des sports de masse que sont le football et le rugby pour ne prendre que, fournisseur officiel de purges télévisuelles. Et moi aujourd'hui je vais me faire l'avocat des sports alternatifs, les sports urbains, les sports extrêmes, enfin on les appelle comme on veut, des sports dans lesquels les Français réussissent plutôt bien et qui sont spectaculaires, contrairement à des 0-0 de Ligue 1 ou à des tôles face aux All Blacks, Monsieur Nerneuf. Tout ça pour dire qu'en surf, on a Jérémy Flores qui est plutôt bon. En freestyle motocross, Tom Pages qui vient de finir deuxième des Red Bull X-Fighters, excusez-moi. Pareil, c'est une des plus grandes compétitions de freestyle motocross. Kevin Rolland en ski halfpipe qui cartonne. Et pour faire dans le local, on a Antoine Bizet en VTT Freeride. Donc c'est un Versaillais. VTT Freeride, c'est plutôt de la montagne, mais ça n'empêche pas de participer au Red Bull Rampage, qui est la plus grosse compétition de la discipline, qui s'est déroulée dans l'Utah, aux États-Unis, il y a quelques semaines. D'ailleurs, ça n'a pas trop bien marché pour lui. Il s'est pété le bras, mais c'est pas grave. C'est un bon gars, ce mec. Il va aller loin. Tout ça pour dire que en France et dans les Yvelines, on manque d'emballement à la fois médiatique et aussi de structure pour pratiquer ces sports. Chez nous, on ne va pas faire du surf, mais rien que prendre les skateparks par exemple. Ce que font les mairies en général, c'est des tout petits trucs rikiki là, avec 3 modules qui du coup attirent pas les jeunes, attirent pas les pratiquants, attirent pas les associations, on peut pas créer de club et voilà. Donc c'est comme ça qu'un sport ne décolle pas. Pour finir sur une note un petit peu positive, on va prendre l'exemple de Rambouillet, qui est un skatepark attractif, qui par le biais de la MJC le met en valeur avec des formations pour les jeunes. Ça crée un vrai sport, ça devient plus juste une discipline alternative un peu boudée. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est mon avis. Êtes-vous d'accord avec Arnaud Le Gouic? On n'aide pas assez les sports alternatifs à se développer. Vous votez oui, non? Jean-Miss, cherchez le duel à mon avis. Jean-Miss contre Basile. Allez Basile. Jean-Miss, vous commencez? À toi l'honneur. Jean-Miss, commencez. Bon, alors je vais commencer. C'était quoi la question? On n'aide pas assez les sports alternatifs à se développer dans les Yvelines? En général. Certainement, mais voilà, moi j'aurais tendance à dire, bon, il y a tellement de sports. C'est ça. C'est vrai. Enfin, qu'est-ce que tu as mis? Fais voir. On n'aide pas assez le sport. En général. Voilà, j'allais dire, il y en a tellement qu'on n'aide pas assez le sport en règle générale. Et que ce sont, on parlait des aides des municipalités. Il faut savoir quand même que avec les budgets de plus en plus restreints, ce sont les budgets qui sont diminués dans les clubs de sport en règle générale. Alors c'est vrai qu'on a déjà du mal à faire vivre les sports médiatiques, entre guillemets. Hein. On parlait tout à l'heure rugby, cyclisme et tout ça. Donc, il y a le football qui est quand même toujours le sport numéro 1 en France. Donc on a déjà du mal à faire marcher ces disciplines-là. Alors les sports mineurs, c'est encore plus compliqué. Bien sûr qu'on ne les aide pas, mais il y a des priorités, c'est comme tout, il y a des priorités. Malheureusement, il y a des priorités. Alors je vois les skates, quand j'étais jeune, le skate, on en faisait, c'était pour rigoler, c'était pour s'amuser. Hein. Maintenant, c'est devenu une discipline à part entière. Je sais bien, je l'entame, mais il y a des priorités. Pour moi, il y a des priorités. Et c'est vrai qu'on ne les aide pas assez. Basile? Je suis d'accord avec... avec Jean. Après, oui, on est en priorité, c'est sûr, les disciplines déjà olympiques, les sports les plus pratiqués en termes de licenciés. Ça, c'est vrai que je suis bien d'accord avec ça et je pense que des disciplines comme le roller, le skate ne font pas partie des priorités. Comme sport aidé. C'est l'export extrême. C'est l'export extrême. Du coup, il y a moins de pratiquants. Il y a moins de pratiquants. Donc et vous avez été champion de roller d'ailleurs, je crois. Il fait tout, lui. Champion de France de roller de vitesse. Sport. Donc vous défendez les sports alternatifs. Sport méconnu. Mais c'est pareil. Je veux dire, en France, on a des champions du monde de roller de vitesse tous les ans.
tous les ans. C'est une équipe, c'est une très très grosse équipe. Donc maintenant, ils migrent vers le patinage sur glace pour pouvoir. Ah oui, mais un championnat du monde de roller de vitesse, c'est juste quelque chose de ultra spectaculaire, quoi. Ah, mais j'imagine bien, mais c'est complètement. Enfin, on n'entend jamais parler, quoi. Enfin, on n'en voit jamais. Je disais tout à l'heure, même si on peut pas le citer, il y a que Red Bull la marque Red Bull qui favorise ces sports-là parce que c'est leur image de marque, etc. C'est dans leur plan de communication. Mais à part ça, on n'en voit jamais à la télé, sauf si on a la chaîne Extreme Sport ou je sais pas quoi là. Mais non, mais c'est clair. Comme les X Games ou machin. Enfin, les X Games, moi j'ai eu la chance d'en voir. Guillaume, on citait beaucoup de marques. Red Bull. On va parler de Dog, je sais plus quoi là. Mais non, mais moi j'ai regardé les X Games pendant des années quand ça passait sur Eurosport, mais c'était un pur bonheur. Les X Games. Donc Yann, il faut en fait, finalement, la répartition de l'argent, les subventions, etc., est répartie en fonction de la médiatisation du sport. Non, mais il n'y a plus d'argent. Non, il n'y a plus d'argent à répartir de toute façon. Donc, c'est la débrouille pour ces sportifs. Bien sûr. Mais déjà dans le sport en général, c'est la débrouille, même pour les sports connus. Mais là, ça devient catastrophique pour eux. Bien sûr. Et puis alors après, dans les Yvelines, pour des sports extrêmes, pour un gars qui veut faire du VTT de descente, je pense qu'il n'y a pas tellement les infrastructures. La vallée de Chevreuse. Ouais, mais bon, on fait vite la montée-descente, quoi, par rapport à une montagne. Donc Yann qui fait du roller dans la vallée de Chevreuse, voilà, on a déjà l'image en tête. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 4 février pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives.